Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur 3 cas de disparition irrésolus en Belgique. Celle de Malik Shoria, un enfant indien en vacances scolaires à Bruxelles. Celle de Brian Burns, un jeune toxicomane disparu au milieu de nulle part en attendant l'arrivée de sa mère. Et finalement, celle de Anne Cotry, une femme de 47 ans qui a disparu au milieu de la plus grande gare de Bruxelles. Pour tout savoir sur leur triste et mystérieuse histoire, lançons-nous à présent dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec 3 affaires de disparition qui se sont passées en Belgique. Alors c'est vrai que pas mal de personnes se disent « Tiens, elle est belge, elle ne fait pas beaucoup de disparitions qui se passent en Belgique, à Bruxelles, etc. » C'est simple, en fait, oui, il y a des disparitions en Belgique, mais il n'y a jamais énormément d'informations, de quoi vous faire une grande vidéo où je peux parler de la vie de la personne avant sa disparition, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Voilà, c'est beaucoup plus rare et puis quand ça existe, eh bien souvent j'ai un peu peur de le faire dans le sens où la famille pourrait beaucoup plus facilement tomber sur ma vidéo et dans le sens où ça pourrait peut-être plus les toucher. Enfin voilà, souvent je suis un peu réticente à faire de grosses histoires qui se sont passées en Belgique parce que j'ai peur tout simplement de faire plus de mal que de bien. Dans cette vidéo, j'ai donc choisi 3 cas de disparition irrésolus en Belgique. J'ai quand même trouvé pas mal d'informations, donc ça c'est quand même assez chouette. C'est des disparitions qui se sont passées il y a quand même un certain temps, mais malgré tout, ça reste très important d'en parler aujourd'hui et je trouvais que ça pourrait être très intéressant de les partager avec vous sur cette chaîne. Aussi, dans la précédente vidéo, vous m'avez dit que vous étiez assez chaud pour que je fasse une FAQ, donc je la lance aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas non plus à m'en envoyer par mail si vous avez envie de rester anonyme via Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions là où vous en avez envie, j'y répondrai en vidéo. Et je me disais que je ferais sans doute cette FAQ le 22 août parce que c'est le jour de mon anniversaire et donc je me suis dit que ça pouvait être assez chouette de justement parler un peu plus de moi ce jour-là sur ma chaîne. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Commençons alors par l'histoire de Malik Shoria, un garçon qui est né le 19 février 2006 en Inde, dans la ville de Delhi. En 2019, Malik avait alors 13 ans et vivait avec ses parents Suman et Aman Shoria au nord de Delhi, dans la ville de Bawana, au numéro 132 sur la rue Ishwar Colony. Malik était scolarisé à l'école The Man School, qui est une école publique de Delhi et qui est souvent choisie par les parents indiens parce qu'elle organise des examens pour en faire entrer les élèves à l'université de Cambridge en Angleterre. Pour vous donner un peu mieux une idée de l'école, voilà un extrait de ce qui est écrit sur leur site internet. Les élèves apprennent non seulement ce que leurs manuels ont à offrir, mais ils entrent également en contact avec la nature et découvrent leurs propres facettes cachées. L'école utilise les dernières techniques d'enseignement pour s'assurer que les étudiants obtiennent non seulement des certificats, mais accumulent également des connaissances pendant leur séjour ici. Donc voilà, autant vous dire que c'était une assez bonne école qui était très bien réputée. Pour la fin de l'année 2019, l'école avait alors prévu un grand voyage scolaire avec plusieurs classes de l'école. Le but était en fait de faire un grand voyage éducatif de 9 jours en Europe. Le voyage était organisé par Ed Terra Adventures, qui est une agence de voyage indienne qui organise principalement des voyages pour l'éducation des étudiants en Inde. Malik et sa classe sont alors arrivés à Paris le jeudi 23 mai 2019. Ils y sont restés 2 jours et puis le 25 mai, ils se sont alors rendus jusqu'à Bruxelles, qui est donc, je le rappelle, la capitale de l'Europe. Je ne sais pas s'ils avaient prévu de rester ensuite à Bruxelles jusqu'à la fin du voyage, mais en tout cas, le samedi 1er juin, ils étaient tous censés retourner en Inde. En tout cas, jusqu'ici, tout s'était bien passé pendant le voyage et le samedi 25 mai 2019, ils sont donc arrivés à Bruxelles.
En soirée, les professeurs ont décidé d'emmener les élèves dans un restaurant indien. Le restaurant se situait au numéro 17 sur l'avenue Adolphe Buil, dans un quartier de Bruxelles appelé Ixelles. Alors pour vous donner une idée, Ixelles c'est quand même un bon quartier de Bruxelles, c'est vraiment réputé pour être assez safe, bien qu'évidemment ça reste une grande ville, mais bon, Ixelles est disons un quartier assez bien fréquenté où il y a d'ailleurs pas mal d'étudiants. Donc ça vous donne un petit peu une idée de là où il se trouvait. En tout cas, pour en revenir à l'histoire, tout le groupe d'élèves et les professeurs ont mangé et vers 21h15, ils ont décidé de rentrer à l'hôtel. En partant, les professeurs ont vu que Malik restait un petit peu à la traîne, donc ils lui ont demandé de ne pas trop traîner, mais bon, rien de plus. Mais là, une fois arrivé à l'hôtel, un élève va aller voir les professeurs et il va leur dire que Malik n'était pas là, qu'il a bien cherché mais qu'il ne pense pas qu'il est revenu à l'hôtel avec eux. Évidemment, là, les professeurs ont un petit peu paniqué, ils ont donc compté chaque élève, pris les présences et effectivement, Malik n'était pas là. Ils ont alors demandé aux élèves quand est-ce qu'ils avaient vu Malik pour la dernière fois et il semblerait que la dernière fois était donc à 21h15 lorsqu'ils ont quitté le restaurant indien et il semblerait donc qu'il n'est jamais revenu à l'hôtel avec la classe. Un peu affolés, les professeurs ont alors décidé de faire le chemin inverse et retourner jusqu'au restaurant, mais Malik ne semblait être nulle part. Ils vont alors demander au patron du restaurant indien s'ils avaient vu Malik, ils vont même lui montrer sa photo. Et là, ce que le patron du restaurant va dire va être extrêmement troublant. En fait, ce patron va expliquer que lorsque toute la classe se préparait à partir, que les professeurs rassemblaient les élèves, Malik s'était comme échappé du groupe, avait été le voir et lui avait demandé quelle était l'adresse exacte du restaurant. Le patron lui avait alors donné et après ça, il avait vu Malik s'éloigner un peu et passer des appels téléphoniques avec son smartphone blanc. Il avait ensuite vu toute la classe s'éloigner, mais selon lui, Malik restait effectivement à la traîne et regardait même aux alentours. En fait, le patron dira même que vu comment Malik agissait, on aurait dit qu'il attendait quelqu'un devant le restaurant qui lui avait donné l'adresse via son téléphone et qu'après ça, sa classe était partie, mais que lui attendait que quelqu'un vienne le chercher. Évidemment, ça, les professeurs ne l'ont pas vu et d'ailleurs, Malik n'était censé rejoindre personne. Mais le fait qu'il ait demandé l'adresse du restaurant, qu'il soit resté à la traîne, qu'il ait appelé quelqu'un, eh bien ça montrait quand même clairement qu'il était en contact avec un inconnu et que sans doute il l'attendait. Mais bon, encore une fois, comme je vous le dis, le patron, lui, n'a pas trouvé ça spécialement anormal. Il s'est dit que ça avait l'air prévu, donc il a simplement arrêté de regarder à Malik. Et quand il a regardé une nouvelle fois devant son restaurant, eh bien, il n'y avait plus personne. Quand ses professeurs ont entendu ça, ils ont fouillé tous les alentours du restaurant, mais Malik ne s'y trouvait pas. Il avait l'air d'être nulle part et n'avait laissé aucune trace derrière lui. La police va être rapidement appelée et une recherche aura lieu dans tout Bruxelles, mais malheureusement, les enquêteurs ne retrouveront pas sa trace. Par contre, la police va très vite conclure que la disparition de Malik était sans aucun doute une disparition criminelle. Grâce aux divers témoignages qu'ils ont reçus, les enquêteurs ont rapidement conclu que Malik a donc sans doute échangé des messages avec quelqu'un via les réseaux sociaux alors qu'il se trouvait sans doute encore en Inde. Peut-être alors qu'il s'était fait un ami sur internet ou même une fille dont il est tombé amoureuse et qui habitait justement à Bruxelles. Dans tous les cas, on imagine que cette personne n'était pas vraiment celle qu'elle prétendait être, mais que Malik, voulant la rencontrer, lui avait donné un point de rendez-vous, c'est-à-dire le restaurant où justement il mangeait avec sa classe. Je pense que vous pouvez imaginer, il avait 13 ans, il pouvait traîner sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il s'est fait une amie européenne, qu'il est un petit peu tombé amoureux, qui s'est dit « Ah, je vais pouvoir la rencontrer » et il s'est dit « Je vais faire une petite bêtise, je vais lui dire où je suis, on va pouvoir se voir, on va pouvoir parler ». Quand on a 13 ans, on n'a pas autant conscience du danger et donc c'est une possibilité qui est tout simplement donner son adresse dans le but de passer un moment avec cette fille. Évidemment, rien n'est sûr, mais on se dit que c'est la théorie la plus probable et d'ailleurs, selon les autorités, eh bien, il est fort possible que cette personne qu'il devait rencontrer avait pu avoir de mauvaises intentions et aurait donc pu kidnapper Malik. À ce moment-là, si Malik s'est donc fait kidnapper par cette personne, il y a comme deux solutions à peu près possibles. La première, c'est que cette personne était dérangée, elle a agi seule dans le but de faire du mal à Malik. Ou la deuxième possibilité, c'était que peut-être derrière cette personne se trouvait un groupe qui faisait partie d'un groupe de trafiquants d'êtres humains et que donc il s'est fait enlever peut-être pour lui prendre ses organes, peut-être pour qu'il se prostitue ou d'autres choses. Tout
tout aussi horribles les unes que les autres. En tout cas, la police a lancé une enquête afin de savoir qui est-ce que Malik aurait pu appeler sur son téléphone, mais malheureusement, les résultats de cette enquête sont encore inconnus. Donc, soit les policiers ont trouvé l'information, mais ils ne la divulguent pas, soit malheureusement, ils ne savent pas. Par contre, les enquêteurs vont tout de même dire qu'ils s'interrogeaient sur le fait que la famille pourrait être impliquée dans la disparition de Malik. En fait, il y a une autre théorie qui peut exister, c'est que la famille de Malik, qui est donc indienne, aurait profité que leur fils se trouve sur le territoire européen pour le faire disparaître et pour qu'il puisse rester illégalement en Europe. C'est une possibilité, mais c'est vrai que la famille de Malik n'était pas forcément pauvre, il vivait dans une bonne famille, donc je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. Oui, sans doute pour lui offrir une vie meilleure, mais en soi, sa vie à Delhi n'était pas non plus trop compliquée. Mais dans tous les cas, les enquêteurs vont tout de même essayer de savoir si la famille pouvait avoir des liens avec sa disparition et donc ils ont relevé les appels de Malik pour essayer de savoir s'il avait téléphoné à son père ou à sa mère ou à une tante, etc. au moment de sa disparition. Mais bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les résultats n'ont pas été communiqués, donc on ne sait pas si c'est le cas. Mais dans tous les cas, les proches de Malik revendiquent le fait qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, un des professeurs de Malik dira aux journalistes: pour autant que nous le sachions, sa famille n'a aucun lien avec qui que ce soit en Europe. Nous sommes simplement venus en Europe avec 35 élèves de 14 à 20 ans pour un voyage scolaire de 9 jours. En tout cas, aujourd'hui, 4 ans après la disparition, on n'a pas plus d'informations et évidemment, la famille de Malik reste extrêmement inquiète et espère savoir si leur fils va bien, s'il est toujours vivant ou si malheureusement il est décédé. Pour terminer cette histoire, je vais quand même vous faire une courte description de Malik au cas où. Donc Malik Shoria mesure 1,55 m et est de corpulence mince. Il a les cheveux noirs coupés courts et au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training bleu de marque Adidas, une veste brune, un t-shirt brun ainsi que des baskets noires. Voilà, à présent, passons à la deuxième histoire. Nous sommes cette fois en 2017. Brian Burns était un jeune homme de 23 ans vivant en Belgique du côté flamand, dans la ville de Rinkout qui fait partie de la commune de Zell. Il y vivait avec Marie, sa maman, mais malheureusement, à son jeune âge, Brian n'avait pas une vie très paisible. Brian avait en fait eu une enfance mouvementée et tout ne s'était pas toujours bien passé chez lui. Et donc petit à petit, à l'adolescence, il avait fait de mauvaises rencontres et s'était tourné vers la drogue. Après ça, il avait commis quelques délits et avait été arrêté à plusieurs reprises pour des vols à l'étalage ou même à cause de sa consommation de drogue. Mais plongeons-nous dans la journée du 31 mai 2017. Ce jour-là, en matinée, Brian est parti de chez lui à vélo et a roulé jusqu'à la gare de Zell. Il faut savoir que Brian prenait régulièrement le train de la gare de Zell pour aller jusqu'à la gare de Anvers où il avait pour habitude de rejoindre des connaissances à lui qui étaient elles aussi dans le milieu de la drogue. Ce jour-là, Brian s'est alors rendu à Anvers et on sait notamment qu'il a acheté de la drogue à ses connaissances parce qu'il était parti avec la carte bancaire de sa mère qui lui avait en fait volé. En fait, une fois à Anvers, il a pris la carte bancaire de sa mère, il s'est rendu à un distributeur, a sorti pas mal d'argent et donc évidemment, on pense sincèrement que c'était pour acheter quelque chose d'illicite. En tout cas, par la suite, dans l'après-midi, Brian a repris le train à Anvers pour rentrer chez lui. Mais là, c'est un peu bizarre, mais il n'est pas descendu à la gare de Zell, mais il est descendu à la gare de Lokeren à 10 km de Zell. Il est alors descendu du train à 15h15 de l'après-midi. Donc ça, c'est la première chose qui pose question, c'est pourquoi est-ce qu'il est descendu à cette gare, une gare avant la gare de Zell, là où il devait descendre. On ne sait pas, surtout qu'il est descendu, 5 minutes se sont écoulées seulement et puis il a passé un coup de téléphone à sa mère. Marie a alors décroché à 15h21 et a parlé à son fils au téléphone. Il paraissait pas vraiment en détresse, simplement il lui a demandé de venir le chercher dans le zoning industriel de Lakeren. Plus spécifiquement, il dira se trouver au niveau d'une usine de pâtisserie située tout près de la gare. Sa mère a alors accepté et elle est montée dans la voiture pour aller rechercher son fils. Une fois arrivée au point de rendez-vous, Marie va s'arrêter,
Mais là, elle va se rendre compte que Brian, son fils, n'était pas là. Elle va alors attendre quelques minutes, mais finalement, elle va se rendre compte qu'il n'était plus du tout à cet endroit. Et donc, c'est là qu'elle a décidé de rentrer chez elle en pensant que peut-être il avait fini par rentrer à pied. Alors, je précise une chose, Marie n'avait pas de téléphone portable à ce moment-là, donc elle ne pouvait pas appeler son fils pour lui demander où il se trouvait. Le seul moyen qu'elle avait de pouvoir avoir des nouvelles de lui, c'était de rentrer chez elle, voir s'il était rentré ou non, et s'il ne l'était pas, eh bien, elle comptait l'appeler pour savoir où il se trouvait à présent. Donc la Marie va faire le chemin inverse, rentrer chez elle, et là, évidemment, elle va se rendre compte que son fils n'était pas rentré à la maison. Elle va alors prendre son téléphone, appeler Brian une nouvelle fois. Il était à ce moment-là 16h13, mais malheureusement, Brian ne répondra pas. Et d'ailleurs, malheureusement, il ne répondra plus jamais. Sa mère ne va appeler la police que quelques jours plus tard et Brian sera alors officiellement porté disparu par les autorités. Pendant un an, des recherches importantes ont eu lieu un peu partout dans la région. Des sauveteurs ont fouillé les différents cours d'eau à la recherche d'un corps et les enquêteurs ont tenté d'interroger ses amis. Mais bon, chacun d'eux dira ne rien savoir. Évidemment, pour les enquêteurs ainsi que pour les proches de Brian, la situation était très étrange. En fait, assez rapidement, les policiers vont dire publiquement que la disparition de Brian était très potentiellement une affaire criminelle. La police va d'ailleurs tenter de localiser son téléphone portable, mais malheureusement, il semblerait qu'après l'appel de sa mère, où il disait donc qu'il se trouvait près de l'usine de pâtisserie à Lokeren, son téléphone n'aurait plus émis aucun signal, comme si quelqu'un l'avait éteint. Toute la zone sera alors fouillée par des enquêteurs, des chiens pisteurs, des bénévoles, et là, ils vont trouver un premier indice. Sous des feuilles, ils vont faire la découverte d'une veste Adidas déjà décolorée par le temps. Et cette veste, elle semblerait appartenir à Brian. Alors là, si vous vous demandez, les enquêteurs ont effectivement envisagé la piste du suicide, mais ils vont vite comprendre que Brian n'avait pas le profil d'une personne suicidaire. Il n'avait jamais parlé du fait de mettre fin à ses jours. Et clairement, c'était vraiment très probable. Ses proches n'avaient pas l'impression que c'était le cas. Et même les enquêteurs n'avaient pas l'impression qu'il en était capable. Alors oui, effectivement, Brian était toxicomane, il n'avait pas une vie facile, mais malgré tout, il avait quand même un foyer, il avait des amis, il avait sa mère qui s'occupait de lui. Il n'était pas seul et même lui n'avait jamais lancé d'appel à l'aide. Il semblait pas être extrêmement triste dans sa vie. Je veux dire, il s'en sortait quand même, puis il avait l'air bien en règle générale. Donc voilà, la piste du suicide n'est pas totalement écartée, mais disons que c'est pas la piste privilégiée. La suite de notre histoire se passe 2 ans plus tard, au mois de mai 2019. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir quand même un assez gros rebondissement dans l'enquête. Les autorités ont en fait annoncé publiquement qu'ils allaient procéder à la fouille d'une maison située à Bovstrat, très proche de l'endroit où Brian avait disparu. Le jour J, des journalistes sont venus filmer les fouilles. Il faut savoir que la maison paraissait assez vide, il y avait comme personne à l'intérieur et les journalistes vont comprendre qu'en fait la personne qui habitait là était en fait déjà en prison pour un crime différent, genre ça n'avait rien à voir avec la disparition de Brian, mais tout de même cette personne se trouvait actuellement en prison. En tout cas sur place, le jour de la fouille, les policiers ont immédiatement fermé l'entièreté de la maison pour que plus personne n'y entre et les fenêtres ont été occultées pour qu'on ne puisse pas voir ce qu'il s'y passait. La fouille a ensuite duré 5 heures et les enquêteurs ont fouillé l'entièreté de la maison ainsi que l'arrière du bâtiment. Par contre, et ça va être extrêmement frustrant, la police ne va jamais dire pourquoi est-ce qu'ils ont fouillé cette maison en particulier. Donc on ne sait pas qui est cette personne qui y habitait et qui était donc actuellement en prison et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui les a mis sur la piste de cette maison. Par contre, les enquêteurs diront quand même avoir perquisitionné pas mal de choses à l'intérieur et qu'ils allaient faire des analyses plus poussées. Patrick Wilcox, un membre de la police fédérale, prendra d'ailleurs la parole et il dira « Nous ne pouvons pas divulguer plus de détails dans l'intérêt de l'enquête. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Brian, nous gardons donc toutes les possibilités ouvertes, même qu'il soit toujours en vie. » En tout cas, après ça, et bien pendant un an, plus personne ne reparlera de la disparition de Brian, ce sera le calme plat. Mais au mois de mai 2020, donc pile un an plus tard, eh bien, les enquêteurs vont faire de grandes révélations. Les autorités prendront une nouvelle fois la parole et diront que de nouveaux éléments avaient été découverts lors de la perquisition de la maison à Bovstrat. Cette fois, ils vont alors annoncer qu'à l'intérieur, la police scientifique y avait retrouvé des traces de sang
appartenant à Brian Borms. Donc là, ça va être un véritable choc pour tout le monde. À partir de là, on avait la confirmation que cette affaire était bel et bien une affaire criminelle et que quelque chose était arrivé à Brian à l'intérieur de cette maison. Suite à ça, l'homme de 44 ans qui habitait justement là, mais qui était, selon ce que j'ai compris, toujours en prison, a été placé sous mandat d'arrêt dans le cadre de la disparition de Brian. La police dira également qu'à présent, ils étaient sûrs qu'ils recherchaient un corps et non une personne vivante. Alors à ce moment-là, l'enquête était sur le point de se résoudre et enfin quelqu'un était arrêté et les enquêteurs semblaient avoir de nombreux indices. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, les autorités vont faire un triste communiqué. Cet homme de 44 ans placé sous mandat d'arrêt a finalement pu être libéré parce qu'au final, la police n'avait pas assez de preuves tangibles le reliant officiellement à la disparition de Brian. Donc malheureusement, là encore, ça va être un véritable choc pour tout le monde et surtout pour les proches de Brian. Ils pensaient sincèrement qu'enfin ils allaient obtenir justice et qu'enfin ils allaient pouvoir comprendre ce qui était arrivé à Brian. Mais bon, encore une fois, ce ne fut pas le cas et ils ont été extrêmement déçus. D'ailleurs, la famille a dit publiquement qu'ils allaient sans doute faire appel à la décision, mais là encore, je n'ai pas plus d'informations. Tout ça prend du temps, tout ce qui touche à la justice prend souvent des années et des années, donc sans doute qu'on en saura un peu plus, mais peut-être pas tout de suite. Malgré tout, pour terminer cette histoire, je vais vous faire une courte description de Brian, même si sincèrement on pense qu'il est décédé, eh bien ça peut toujours servir au cas où. Donc Brian Borms mesurait 1,80 m et était de corpulence élancée. Il avait les yeux bleus, les cheveux blancs foncés et il avait également un tatouage sur le bras gauche et un écarteur d'environ 1 cm de diamètre à l'oreille gauche. Le jour de sa disparition, il portait un t-shirt bleu foncé, un jean bleu foncé et des chaussures de sport. À présent, plongeons-nous dans la troisième et dernière histoire. Nous sommes à présent en 2009. Anne Cottery était une femme de 47 ans vivant en Belgique dans la région flamande du pays et plus précisément dans la ville de Saint-André, une ville située dans la province de la Flandre occidentale. À cette époque, Anne vivait depuis 28 ans avec son mari Eric Eusquin, avec qui elle avait d'ailleurs eu 3 enfants, Nathalie, Sylvie et Stéphane. Je précise que ces enfants étaient déjà grands au moment des faits, d'ailleurs une d'entre elles avait déjà un enfant elle-même, donc elle ne vivait plus avec ses 3 enfants mais seulement avec son mari. Il faut savoir aussi que Anne venait d'une bonne famille et avait donc une vie assez aisée. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du 3 mai 2009. Ce jour-là, Anne s'était levée assez tôt le matin et pendant que son mari dormait encore, elle avait été promener le chien de la famille. Après ça, elle était rentrée chez elle, mais Eric dormait toujours, donc c'est là qu'elle a décidé d'aller se balader et elle a d'ailleurs laissé une note à son mari le prévenant qu'elle allait donc se promener durant toute la journée et qu'elle reviendrait le soir. Quelques heures plus tard, Eric va donc se réveiller, il va lire la note, il ne va pas s'inquiéter, c'était dimanche, il va donc vaquer à ses occupations. Mais voilà, en soirée, Anne ne va pas sembler revenir de sa petite escapade. C'est donc à ce moment-là que Eric va tout de même commencer à s'inquiéter. Les heures vont encore passer, la nuit va tomber et il n'avait toujours aucune nouvelle de sa femme. Le lendemain matin, elle n'était toujours pas revenue et c'est donc là qu'il a pris la décision d'appeler la police. Surtout que, vous allez voir, la situation était encore bien plus inquiétante qu'elle ne le paraissait déjà. En fait, Eric va dire à la police que sa femme semblait avoir disparu avec divers objets de la maison. Selon lui, Anne aurait alors pris avec elle ce jour-là un couteau de cuisine à petite lame, la ceinture de son peignoir et peut-être même des médicaments et du martini versé dans une bouteille en plastique. De plus, il dira qu'elle n'avait pas pris son téléphone portable avec elle, donc avec toutes ces informations, je pense que vous, tout comme les enquêteurs à ce moment-là, vont imaginer qu'il est fort possible que Anne soit partie pour mettre fin à ses jours. La police va donc trouver la situation très inquiétante et un rapport de personnes disparues sera rédigé. Dans un premier temps, les enquêteurs vont alors essayer de retrouver sa trace via les caméras de surveillance de la ville et rapidement, ils vont la retrouver. Ils vont alors apprendre que le dimanche matin, Anne était sortie de chez elle, avait pris sa voiture et avait roulé jusqu'à la gare de Bruges où elle s'était garée. Elle était ensuite rentrée dans la gare et des caméras vont la filmer à 9h12 du matin en train d'acheter un ticket en direction de la gare de Bruxelles-Midi, donc une gare de la ville de Bruxelles. Après ça, toujours à la gare de Bruges, avant de monter dans son train, elle a été dans un distributeur automatique et elle a sorti 100 € de son compte bancaire et puis elle est repartie.
À 9h32, les caméras vont alors la filmer en train de monter dans son train et à 9h36, le train va démarrer. Finalement, à 10h42 du matin, les caméras de la gare de Bruxelles-Midi la filmeront en train de descendre de son train et marcher vers l'intérieur de la gare. Avant d'aller plus loin, je vais quand même vous parler un petit peu de la gare de Bruxelles-Midi. La gare de Bruxelles-Midi est quand même assez grande, elle est assez jolie aussi, il y a pas mal de commerces, de fast-food et je pense que c'est la gare de Bruxelles où il y a vraiment le plus de choses à faire. Par contre, la gare n'est pas située dans un endroit très sécuritaire, les alentours sont assez dangereux et clairement si on sort de cette gare, il faut marcher quelques minutes avant de retrouver des rues plus calmes et mieux fréquentées. Donc voilà, en gros vous avez une vague idée de là où elle se trouvait. Donc Anne va arriver là à 10h42 et là des caméras de surveillance vont la filmer en train de descendre les escaliers du quai et d'entrer dans la gare. Là, clairement, on va la voir traîner à l'intérieur de la gare comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose. Sur les images, on voit d'ailleurs qu'elle porte un grand sac bleu ainsi qu'un plus petit de couleur noire. Mais bon, malheureusement, on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce que c'était des affaires pour partir, un pyjama, une brosse à dents? Est-ce que c'était juste ses affaires, genre un billet de train, son portefeuille? On ne sait pas. En tout cas, pour revenir aux images de vidéosurveillance, à 10h44, on va la voir entrer dans un petit café appelé Bistro Mass Corner, mais elle ne va pas y rester très longtemps parce qu'elle va ressortir à 10h59. Après ça, elle va entrer dans un petit magasin Relay qui est en fait un petit dépanneur et puis après ça, elle va entrer dans les toilettes de la gare, elle va y entrer à 11h09 et elle va en ressortir à 11h14. Après ça, elle va marcher d'un pas décidé vers la sortie de la gare et la dernière image qu'on aura d'elle sera à 11h16 et on la voyait sortir par la porte menant sur la rue Fonceny. À partir de là, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'est rendue. Par contre, il faut savoir qu'en sortant par cette sortie précisément, elle pouvait assez facilement se rendre à l'arrêt du tram et donc après ça aller un peu partout dans la ville. Aussi, tout proche de la rue Fonceny, il y avait un petit marché tranquille qui avait lieu, donc c'est aussi une possibilité qu'elle se soit rendue là-bas. En tout cas, les enquêteurs ont bel et bien interrogé les agents qui étaient de service ce jour-là, mais malheureusement, ils diront ne rien avoir constaté d'anormal et ne pas forcément avoir fait attention à Anne. Donc voilà, ça c'est clairement les dernières informations concrètes qu'on a et après ça c'est le flou total. On ne sait pas où Anne comptait aller ou ce qu'elle voulait faire, mais si on en croit le témoignage de son mari, elle ne semblait pas aller bien et donc la piste principale était que Anne aurait pu avoir mis fin à ses jours. Par contre, d'autres membres de la famille de Anne diront que cette piste était peu probable. Surtout que le week-end précédent, Anne s'était rendue au baptême de sa petite fille et plusieurs vidéos la montraient alors en train de rire et même d'être très heureuse. Mais bon, malgré tout, les enquêteurs décideront d'amener une équipe de plongeurs afin de fouiller le canal qui passait pas très loin de la gare de Bruxelles-Midi. Par rapport à ça, la famille réagira également en disant que Anne avait une phobie de l'eau et que même si elle avait effectivement voulu mettre fin à ses jours, ça paraissait peu probable qu'elle se soit jetée dans le canal tellement elle en avait peur. Mais bon, des plongeurs vont tout de même fouiller le canal, mais rien en rapport avec cette disparition ne sera retrouvé. Dans les 6 mois qui ont suivi la disparition, son mari, donc Eric, s'est rendu dans la forêt de Soignes, une grande forêt qui se situe juste en dessous de Bruxelles, afin de tout fouiller au cas où sa femme se serait rendue là-bas pour mettre fin à ses jours et que son corps y serait encore. Par contre, il faut savoir que la forêt est vraiment énorme, donc tout fouiller tout seul, ça paraît vraiment impossible. Mais bon, il a fait son maximum et malgré ça, il n'a trouvé aucun indice. L'enquête faisait donc toujours du surplace et toutes les pistes restaient à envisager. La famille de Anne gardait espoir qu'elle soit toujours vivante et ses enfants ont alors tout doucement commencé à envisager le fait que peut-être leur mère soit partie pour se reconstruire une nouvelle vie ailleurs. En fait, en 2014, Nathalie, donc l'une de ses filles, va parler aux enquêteurs ainsi qu'aux journalistes d'une piste potentielle. Il est aussi possible que maman ait voulu recommencer une nouvelle vie. Elle parlait souvent d'un ami d'enfance, un certain Thierry. Peut-être qu'elle est allée avec lui pour cette nouvelle vie, mais après, on aurait aimé le savoir. Donc là, c'est super important, on a une nouvelle théorie, c'est qu'elle soit partie avec ce Thierry. Mais donc, qui est Thierry ?
Pour ça, il faut revenir aux années 1977 et 1978. À ce moment-là, Anne avait 17 ans et à cette époque, elle faisait ses études secondaires dans la province de Namur et vivait la semaine dans un internat pour jeunes filles dans la ville de Jambes, un internat appelé l'internat Haute-Anève. Chaque vendredi, Anne faisait alors sa valise et retournait voir ses parents pour passer le week-end avec eux, mais pour ça, elle prenait alors toujours le train et chaque semaine, elle en profitait pour s'arrêter quelque temps à la gare de Bruxelles-Midi. Selon ce qu'elle a raconté à ses enfants, elle s'arrêtait chaque semaine à Bruxelles-Midi parce que c'était le lieu de rendez-vous pour voir son petit ami de l'époque, donc un certain Thierry. De ce qu'on sait, Thierry était un peu plus âgé qu'elle et faisait des études pour devenir journaliste ou même l'était déjà, on ne sait pas trop. Il avait une voiture et se rendait toujours à la gare de Bruxelles-Midi en voiture et puis passait quelques heures avec Anne. Après ça, c'était toujours pareil, Anne reprenait le train et repartait à Bruges pour voir ses parents pendant le week-end. Anne avait alors parlé de la relation qu'elle avait eue avec ce Thierry à l'époque et selon cette fille en question, eh bien Anne n'avait jamais oublié ce jeune homme. Donc là, le fait qu'elle ait disparu à la gare de Bruxelles-Midi, gare où elle avait l'habitude de le retrouver, paraissait tout de même être une très grosse coïncidence. La police dira d'ailleurs que cette piste était peut-être même la meilleure. Suite à ça, en 2014, les autorités vont lancer un appel à la population belge pour leur demander s'ils connaissaient un homme qui s'appelle Thierry et qui pourrait correspondre à cette description. Ils préciseront également qu'aujourd'hui, Thierry aurait sans doute plus de 55 ans. Clairement, avec tout ça, il y avait un nouveau souffle dans l'enquête, on espérait le retrouver, mais malheureusement, depuis 2014, eh bien, personne ne parlera à la police et personne ne semblera reconnaître cet homme. Donc malheureusement, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Anne, ni même si elle est encore en vie aujourd'hui. À l'époque, sa fille a quand même publié un communiqué s'adressant à sa mère en disant « Maman, si tu lis ceci toi-même, s'il te plaît, donne signe de vie. L'incertitude est insupportable. » Donc voilà, encore une fois, pour terminer cette histoire, je vais vous faire une courte description de Anne. Anne Cottery était de corpulence normale et mesurait environ 1,55 m. Elle avait les cheveux châtains jusqu'aux épaules et les yeux bleu-gris. Le jour de sa disparition, elle portait une veste d'hiver brun foncé, un jeans bleu et des bottes noires. Elle avait également un sac à main noir et un grand sac bleu et je précise également qu'aucune de ses affaires n'ont été retrouvées. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, c'est comme ça que se terminent ces 3 affaires irrésolues encore aujourd'hui en Belgique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur toutes ces disparitions, à me dire si vous en aviez déjà entendu parler. Et voilà, aussi n'hésitez pas à me poser des questions pour la FAQ en commentaire de cette vidéo ou sur Instagram, c'est comme vous préférez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!